mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un trio infernal dont la tête pensante n'est autre que Georges-Alexandre Sarret. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est certainement parce que vous avez vu ma vidéo sur le tueur au bain d'acide. Si vous ne l'avez pas vue, pas de souci, je vous en vois un petit peu mais pas de souci, je vous la mets en petit i et vous pourrez aller la voir à la fin de cette vidéo. Le 20 août 1925, à Aix-en-Provence, dans le salon de la luxueuse villa de l'Ermitage, une réunion entre 4 malfaiteurs a lieu. Parmi ces 4 personnes, il y a le cerveau de l'opération, Georges-Alexandre Sarret, ses 2 maîtresses, oui parce que pourquoi avoir une maîtresse quand on peut en avoir 2, bref, ses 2 maîtresses, les sœurs Schmitt, Catherine et Philomène, et enfin l'abbé défroqué du nom de Louis Chambon du Verger. Ensemble, ils ont monté une grosse arnaque à l'assurance vie. Seulement voilà, l'abbé commence à devenir gourmand et veut de plus en plus d'argent. En réalité, il demande la totalité du butin. Et comme il menace de tout répéter, Sarret accepte de lui donner tout le butin, mais ce n'est pas suffisant pour l'abbé, donc il le menace de plus en plus, devient de plus en plus gourmand avec l'argent, et la seule solution que Sarret trouve est de le tuer. Donc, le premier drame a lieu le 20 août 1925 lorsque Sarret le tue d'un coup de fusil. C'est le début du trio infernal avec Sarret en tête pensante et les sœurs Schmitt en assistante. Ce trio machiavélique d'arnaqueurs et d'assassins dont je vous parle se livrera aux pires horreurs. Georges-Alexandre Sarreiani naît le 23 septembre 1878 à Trieste en Autriche-Hongrie. Il vit un peu en Italie avec ses parents avant de venir emménager en France lorsqu'il est adolescent. Avec sa famille, on est à la fin des années 1890. En France, c'est un étudiant brillant, il suit des études de droit et il deviendra un avocat d'affaires très réputé au barreau de Marseille. Tout semble lui sourire, il est marié, père de famille, ses voisins, ses amis et ses clients l'apprécient beaucoup et en 1903, il obtient la nationalité française, ce qui lui permet de changer son nom en Georges Sarret ou aussi Alexandre Sarret. Il habite non loin de son cabinet d'avocat et bien qu'il renvoie une image du père de famille parfait, la réalité est tout autre puisque sa vie est rythmée de jeux, d'alcool et de maîtresses. Au début des années 1920, Sarret rencontre 2 sœurs allemandes originaires de Bavière, Catherine et Philomène Schmitt, et il devient leur amant régulier. C'est à ce moment-là que sa vie criminelle commence. En effet, pour voir les sœurs en toute impunité et en toute discrétion, il les met dans une villa, la villa de l'Ermitage à Aix-en-Provence, et il fait des allers-retours Aix-Marseille afin de passer du temps avec elles. Seulement voilà, avec 2 femmes, ou devrais-je dire 3 femmes et 2 maisons, l'argent commence à manquer. Comme cela coûte beaucoup d'argent, il monte avec l'aide des 2 sœurs une escroquerie à l'assurance vie. Le plan est très simple, il suffit de trouver 2 hommes âgés dont la santé est fragile. Les 2 sœurs vont se marier respectivement à ces 2 hommes, souscrire une assurance vie et quand ils décéderont, elles toucheront l'argent de cette assurance. Cependant, afin que le plan soit parfait, il faut un 4e complice. Et il trouve ce complice en la personne de l'abbé défroqué Louis Chambon du Verger. Ils utilisent tout le temps le même scénario. L'abbé se fait passer pour le mari, il fait une visite médicale impeccable, puis souscrit une assurance vie au nom des 2 sœurs. Une fois les papiers signés, le trio précipite le décès du mari en utilisant du gaz ou du poison. Facile et indécelable, et le butin est de 100 000 francs. Ce qui nous ramène au début de la vidéo, puisque l'abbé demande la totalité du butin, sinon il parlera. Sarret, de peur qu'il parle, lui donne la totalité, sauf que l'abbé devient de plus en plus gourmand, en demande toujours plus, et donc Sarret le tue. Cependant, cela ne s'arrête pas là. En effet, l'abbé avait une maîtresse du nom de Noémie Ballandreau. Et comme Sarret a un peu peur que cette dernière s'inquiète et qu'elle n'avertisse les autorités, il se dit qu'elle va leur poser problème et donc décide de la tuer à son tour. Le trio infernal doit la faire taire avant même qu'elle ait l'intention de parler. Et Sarret se donne à fond pour ça. Il va même jusqu'à la chercher jusqu'à Marseille pour lui dire « Viens, à Aix, il y a un problème, l'abbé veut te voir, etc. » Et une fois qu'elle arrive dans la maison, il lui réserve le même sort qu'à l'abbé, il la tue d'un coup de fusil.
Sarey s'est donc débarrassée du maître chanteur ainsi que de sa maîtresse. Problème solved, que demande le peuple? Enfin, un problème solved à moitié réglé quand même, parce que maintenant qu'il les a tués, il faut qu'il se débarrasse des corps et des preuves. Et donc Sarey se met à réfléchir. Comment je vais pouvoir me débarrasser de ces cadavres? Sarey veut faire le crime parfait. Donc il réfléchit et puis ça y est, l'idée il l'a. Il se rend à Marseille et achète 4 bonbonnes d'acide sulfurique de 25 litres chacune, ce qui fait 4 x 25, 100 litres. Ouais, c'est pas rien. Il revient ensuite à Aix-en-Provence, dans la villa de l'Ermitage, et au début, il laisse un peu les corps dans le salon parce qu'il se dit que s'ils se décomposent un petit peu, ça aidera l'action du corrosif. Donc pendant 2 jours, les corps sont dans le salon. J'imagine même pas l'odeur qu'il devait y avoir. Ensuite, il déplace la baignoire dans la salle à manger, place les 2 corps dans la baignoire, puis verse la moitié d'une bonbonne d'acide sulfurique dedans. Les corps sont habillés, cependant, il a quand même pris le soin de retirer la montre du mari, car c'était une montre en or, bon, pas celle-ci, et donc, pas bête le Sarey. Il perd pas le nord, hein. C'est une montre en or, donc il se dit qu'il va pouvoir en tirer de l'argent. Il observe l'action de l'acide et ce n'est que quelques heures plus tard qu'il versera la fin de la première bonbonne d'acide ainsi que la totalité de la deuxième. Bien évidemment, ses maîtresses l'assistent et Sarey est fascinée par la décomposition des corps. Creepy. D'ailleurs, au fur et à mesure que les corps se décomposent, les cadavres se tassent, commencent à se mélanger et le niveau du liquide monte. C'est vraiment une vision d'horreur, les cadavres qui se décomposent, qui se mélangent pour ne former qu'un. L'eau, le mélange cadavre-acide sulfurique qui devient noir. L'odeur devait être épouvantable. La décomposition des corps durera 3 jours durant lesquels Sarey a son petit rituel. Jingle, le rituel de Sarey. Pour être un Sarey parfait, avant de se coucher, il vous suffit de verser un peu d'acide sulfurique sur des corps dans une baignoire. Ensuite, passez une agréable et douce nuit, dormez sur vos 2 oreilles et le lendemain matin, quand vous vous réveillez, penchez-vous au-dessus de la baignoire pour admirer l'œuvre d'art. Je plaisante, hein. Pour admirer cette décomposition, munissez-vous d'un bâton afin de mélanger le tout. C'est la fin du rituel de Sarey. Et comme la mixture devient de plus en plus spongieuse, les 2 maîtresses l'aident, l'assistent et donc elles enlèvent tout ça avec des seaux afin de faciliter le travail. Ce double crime parfait reste impuni pendant 6 ans. Car certes, c'est une affaire de disparition, mais dans cette affaire, il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de témoignages, il n'y a pas de preuves, en fait, il n'y a rien. Et beaucoup de questions restent en suspens. Ont-ils pris la fuite? Sont-ils morts? Sont-ils victimes d'un accident? Certes, le trio vit en toute impunité, mais en 1930, il commence à manquer d'argent et donc en 1931, ils montent une nouvelle escroquerie à l'assurance vie. Cette fois-ci, ils font passer Catherine Schmidt pour morte. Ils substituent son corps au corps d'une femme tuberculose récemment décédée qui s'appelle Magali Herlin et donc la sœur de Catherine, Philomène Schmidt, va récupérer l'argent de l'assurance. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça en un claquement de doigts puisque la femme tuberculose a mis du temps à mourir, c'est horrible dit comme ça, donc le trio infernal a précipité sa mort en lui servant une coupe de champagne empoisonnée et ça s'est passé le 29 mars 1930. Un scénario simple et comme Catherine est supposée être décédée, elle part se réfugier à Nice, cependant elle commet une erreur puisqu'une fois à Nice, elle tombe follement amoureuse d'un homme et le suit jusqu'à Marseille. Je dis que c'est une erreur puisque quelqu'un la reconnaît dans la rue et se dit oh, « mais cette femme est censée être morte ?» Donc cet homme la dénonce aux autorités en disant aux autorités « excusez-moi, il y a un problème, il y a une femme qui est censée être morte, en fait elle n'est pas morte, elle est dans la rue. » Bizarre, non? L'affaire est transmise au commissariat central de Marseille et le policier en charge des escroqueries se souvient de ce nom. Et ce nom, Schmidt, lui dit quelque chose. En effet, un jour, un assureur avait porté plainte contre une certaine Catherine Schmidt. En effet, après le décès de Catherine Schmidt, Philomène Schmidt, sa sœur, s'était rendue chez l'assureur pour lui réclamer l'argent de l'assurance vie. Sauf que normalement, sa sœur n'a pas le droit de récupérer l'argent, c'est à la mère que revient ce droit. Cependant, Philomène a expliqué que sa mère était souffrante, qu'elle ne pouvait pas se déplacer et donc elle a fait une procuration, à la mano bien sûr.
Cet assureur avait des doutes sur la procuration, il l'a trouvée louche, il pensait que c'était une procuration fausse et donc il a porté plainte. À noter que Catherine Schmidt avait contracté des assurances vie auprès de 7 assureurs différents et que donc sa mère, Rosée Schmidt, devait toucher 1 million de francs. Ouais, 1 million de francs. Et sur les 7 assureurs, 6 ont versé une somme d'argent. Et parmi les 6 assureurs, un assureur a dit qu'il avait eu des doutes lorsque cette vieille femme était venue le voir, puisqu'elle était habillée donc tout en noir, vêtements de deuil, qu'elle portait une voilette, qu'elle semblait très peinée. Cependant, un détail l'a quand même interloquée, elle avait les mains d'une jeune femme et non celles d'une femme âgée. Les policiers s'intéressent donc à Philomène Schmidt, ils perquisitionnent son appartement et bingo, dans l'appartement, ils trouvent des vêtements de femme âgée, une voilette ainsi qu'une perruque grise. Il n'y a aucun doute, elle s'est faite passer pour sa mère afin de toucher l'argent et quand les policiers l'interrogent sur le pourquoi du comment, elle dit que sa mère qui était souffrante ne pouvait pas se déplacer, que donc elle avait dû improviser, qu'elle avait fait comme ça une déclaration, enfin une procuration comme ça à la main à la dernière minute. Cependant, elle nie tout de même avoir pris la place de sa mère. Ce qui est un petit peu bête étant donné que les vêtements et les perruques sont tous chez elle, qu'en plus de ça, les 2 sœurs sont des sœurs allemandes, donc il y a peu de probabilité que leur mère ait fait le déplacement jusqu'en France. Bon, les autorités ne la croient pas et elle est envoyée en prison. 2 jours plus tard, on ne sait pas bien pourquoi, mais Catherine se rend au commissariat pour dire « Coucou, c'est moi la morte pas morte ». Elle donne sa carte d'identité, les policiers confirment que c'est bien elle. Sur sa carte d'identité, il y a bien son nom, son prénom, sa date de naissance. Et donc, il se rend compte que c'est bien la personne qui est censée être décédée, mais qui ne l'est pas vraiment en réalité. Elle explique aux enquêteurs que ce n'est pas vraiment elle, que c'est sa sœur qui a monté le coup. Enfin bon, ils ont un peu du mal à démêler le vrai du faux, donc ils l'envoient aussi en prison. Une nouvelle paraît dans le journal en disant « Les sœurs Schmidt ont été arrêtées ». Marcel Poncel, un habitant d'Aix-en-Provence, lit la nouvelle et se rend directement à Marseille car il a quelque chose à dire aux policiers. Et Marcel Poncel, il dira qu'il a essayé plusieurs fois d'expliquer aux policiers ce qui se passait, qu'il a donné plusieurs fois sa version des faits, mais que personne ne l'a écouté. Et en effet, selon lui, quelqu'un aurait été assassiné dans la villa de l'Ermitage, villa qui lui appartient. Et si personne ne prend Marcel Poncel au sérieux, c'est tout simplement parce que Sarret est un avocat d'affaires très connu, très réputé et très apprécié, et qu'à ce moment-là de l'histoire, il se présente comme député et il a de grandes chances d'être élu le mois suivant. Forcément, les autorités ne savent pas trop comment orienter l'enquête, car c'est quand même un homme de pouvoir, et donc ils n'ont pas forcément envie de faire un bad buzz. Cela fait donc 5 ans que Marcel Poncel raconte son histoire. Il explique que ses tapis dans le salon étaient brûlés comme rongés, que ses plantes dans le jardin étaient brûlées et qu'il avait retrouvé un soulier de femme à moitié rongé. Et aussi, élément très important, des boulettes noires dans le jardin. Alors vous allez me dire oui, et donc ? Poncel est un ancien ouvrier agricole. Il explique que lorsqu'il traitait la carcasse des animaux avec de l'acide, cela formait des boulettes noires. Les mêmes boulettes noires qu'il a retrouvées dans le jardin. C'est donc pour ça qu'il en déduit qu'il a assassiné quelqu'un et dissout le corps dans l'acide. Les policiers sortent donc les 2 sœurs de prison et les interrogent de nouveau. Cette fois-ci, elles avouent tout et donnent le nom de Sarret. Sarret est écroué. Et comme il est avocat, il connaît tous les points faibles de l'enquête, donc il plaide l'homicide involontaire. Il nie cependant toute implication dans le meurtre de Magali Herlin. Sarret est aussi interrogé sur la mort des 2 époux des sœurs Schmidt. Et comme il est malin, il insiste sur le fait que les hommes aient été enterrés dans la fosse commune. En effet, il sait que les circonstances de ces crimes ne pourront pas être vérifiées. Sarret parvient à repousser son procès de 2 ans puisqu'il traite toutes les erreurs de procédure et les vices de forme. Cependant, il ne trouve rien qui puisse mettre en défaut l'accusation. Son procès s'ouvre le 23 octobre 1933 au tribunal de grande instance des Bouches-du-Rhône. Les jurés sont sous le choc et ils se montrent sans pitié, d'autant plus que Sarret, durant tout le procès, ne montre aucune empathie. Le procès se termine le 31 octobre 1933. Catherine et Philomène Schmidt sont condamnées à 10 ans de réclusion. Sarret est condamné à la peine de mort. Il est guillotiné le 10 avril 1934. D'ailleurs, il est le dernier guillotiné d'Aix-en-Provence.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette histoire de trio infernal vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous la connaissiez et ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.